tout le monde comprend qu'à la fin, ce qui paye les salaires, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Donc on est tous là pour ça. On n'est pas là pour faire les plus beaux produits qui ne se vendent pas. On est là pour faire des choses qui se vendent avec des clients qui restent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier. Aujourd'hui, on va discuter avec Raphaël, qui est le cofondateur et Chief Revenue Officer de l'entreprise Didomi, une entreprise de gestion du consentement et des préférences utilisateurs, un sujet d'actualité, puisqu'il a trait à la donnée et à la privacy. On va découvrir avec Raphaël tous les facteurs qui font la croissance de Didomi. Hello Raphaël, donc tu es le cofondateur et le CRO de Didomi, donc qui est une solution de gestion du consentement et des préférences utilisateurs. Donc c'est une société de référence en France sur ces sujets. Vous avez aujourd'hui plus de 1000 clients, vous servez de nombreux pays et vous avez levé de près de 40 millions d'euros. Je suis hyper ravi de t'avoir pour discuter justement privacy, qui est un sujet d'actualité en ce moment et depuis maintenant déjà quelques temps. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et présenter Didomi? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir, Étienne. Ravi également. Très rapidement pour me présenter, tu l'as déjà fait, mais je suis un des cofondateurs et le Chief Revenue Officer de Didomi. Terme un peu barbare qui veut dire que je gère grosso modo la partie business de Didomi, c'est-à-dire avec les 3 piliers, la partie commerciale, la partie marketing et la partie customer success. J'ai plutôt un background, on va dire, direction commerciale avant, et j'ai switché quand on a levé notre série B pour, en plus de la partie sales, prendre la partie marketing et customer success. Très rapidement sur moi, donc j'ai un background en tant que directeur commercial avant d'une boîte qui s'appelle Kappa, qui était spécialisée dans l'intérim digitalisé. Donc l'idée c'était de pas avoir d'agence physique et de permettre de trouver des intérimaires en 2 clics sur Internet. Une boîte qui a eu un très fort succès puisqu'elle a été rachetée il y a pas longtemps par Adecco pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et après, j'ai rencontré en 2017 mes associés actuels, donc Romain Gauthier qui est CEO et Jawad Stouli qui est notre CTO. Et quelques mois après qu'ils ont monté Didomi, je me suis associé avec eux et donc la boîte a un peu plus de 6 ans maintenant. Pour présenter rapidement Didomi, on est spécialisé effectivement dans tout ce qui est gestion du consentement. Donc on aide les entreprises, on est une entreprise B2B, on vend aux entreprises, et on les aide à gérer les autorisations pour utiliser les données personnelles des prospects, clients qui vont aller sur l'ensemble des appareils, donc site internet, applications mobiles, ça peut être de la télé connectée. Et on fait ce métier qui fait un peu peur, la gestion du consentement. Mais ce qui se passe, c'est que on donne plus de garanties à l'utilisateur qui peut s'opposer ou dire oui. Et ensuite, l'utilisateur va commencer à être traqué dans le bon sens du terme. On va pouvoir voir sa navigation, son historique, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Le e-commerçant, le site corporate aura beaucoup moins d'informations sur lui. D'où est parti le constat de Didomi? Romain et Jawad ont monté une première entreprise ensemble en 2013 qui s'appelait TactAds dans l'adtech, donc tout ce qui est publicité. Et ils ont été rachetés assez rapidement par des Américains qui s'appellent Mediamat et qui permet en fait, qui est une demand-side platform. Donc ils aident toutes les grandes marques à acheter, on va dire, de l'audience sur Internet et de la publicité programmatique. Et après avoir fait leur en-out, ils se sont rendus compte qu'il y avait un très gros challenge pour les sites qui faisaient beaucoup de publicité ciblée, donc qui utilisaient les données personnelles, à une ère où le RGPD passait. Donc avant, il n'y avait pas de règles, très peu. Même en France, il y avait la loi. C'est quand déjà le RGPD Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui a été voté en 2016 et entré en vigueur en 2018, mai 2018. C'est donc le règlement général sur la protection des données et c'est un texte de loi assez dense qui protège, on va dire, les données personnelles des Européens. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est la première fois que l'Europe a pris le lead sur un sujet et l'a imposé partout. Parce que on parle de données européennes, mais les entreprises en dehors d'Europe sont soumises. Donc très tôt, et ça c'est important dans le développement de Didomi, on a eu des clients un peu partout qui avaient du trafic européen. Donc on a eu des clients un peu partout, aux États-Unis, au Canada, Moyen-Orient et autres, qui avaient besoin de s'équiper d'une gestion du consentement parce qu'elle pouvait être à risque. Et donc, on est spécialisé on a une plateforme maintenant. On a commencé par un outil qui est les fameuses bannières cookies qu'on peut voir sur de nombreux sites internet,
les éditeurs de presse, des e-commerçants, des corporates et quasiment tout site qui a à minima une solution d'analytics. Et ensuite, progressivement, on a développé une suite, donc avec 3 autres modules. Et maintenant, on vend véritablement une plateforme pour principalement ce qu'on appelle le mid-market, les grosses ETI en France, plus ce qu'on appelle l'enterprise, donc qui va être plutôt les très grosses entreprises, SBF 120, etc. En France et à l'international, puisqu'on a on a une très grosse partie de notre chiffre d'affaires qu'on fait en dehors de France. Ouais, typiquement, en fait, vous êtes né également avec le RGPD, c'est ça, c'est en même temps, ou en tout cas, enfin, vous avez commencé avant le passage de la réglementation, c'est ça? Exactement. Nous, l'idée, c'était un peu la petite tagline, c'était vraiment de transformer une contrainte, parce que le test, c'est une contrainte, en une opportunité, dans lequel il y a 2 volets. Premièrement, c'est un texte de loi, donc on peut faire moins de choses. Ça ne permet pas de faire plus de choses. Mais comment on fait pour que ça soit une force? Puisque tous les concurrents, je suis e-commerçant, je peux moins traquer la data. Mes concurrents, ils sont aussi exposés. Il y a des nouvelles règles. Et quand il y a des nouvelles règles, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs attitudes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à prospecter les premiers clients, il y a des grands comptes qui m'ont dit en France, ce ne sera pas de nom, mais nous, on a provisionné l'amende. C'est quand même assez Être grave. Réfractaire, ouais. Exactement, mais même provisionner, c'est très grave. On se fait contrôler, on dit, moi, j'ai provisionné, c'est déjà pas bon pour eux. Ou alors, de bandeaux, je peux faire un petit bandeau HTML, donc un sujet où il n'y avait pas beaucoup de maturité. Et il y en a d'autres qui ont anticipé et qui ont compris en fait que derrière il y avait des enjeux très importants de data, de revenus, réputation aussi. de réputation. Ouais, t'as tout compris. C'est-à-dire que souvent on dit mais les amendes en fait peuvent être très élevées quand on lit les textes. C'est 4% du chiffre d'affaires consolidé. Donc une filiale française qui se fait toper par la CNIL, on va prendre son chiffre d'affaires au niveau monde, ça peut être jusqu'à 4% ou 20 millions d'euros d'amende et on prend le plus grand des deux. Donc une petite boîte. Donc ça peut faire très mal. Et quand on a une boîte cotée, ou même pas cotée, les sanctions elles peuvent être publiques, comme on l'a vu. On a des startups françaises qui ont toutes les applications de Drive to Store qui sont mortes, en fait, qui étaient très belles boîtes, mais à cause d'une mauvaise application de la réglementation ou mauvaise interprétation, je ne vais pas porter de jugement, ont été mises au tapis. Et voilà. Et donc, il y a ceux qui anticipent et ceux qui subissent grosso modo. Et on voit une vraie force pour les entreprises qui est assez visionnaire en se disant, moi, je veux montrer à l'utilisateur que ce que je fais des données, c'est bien, qu'elle me fasse confiance, qu'elle puisse s'opt-out assez facilement si les newsletters leur plaisent pas et prendre un avance. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est non seulement, enfin, c'est pas uniquement la réputation, on va dire, c'est pas que le facteur obligatoire, c'est aussi un vrai facteur de création de valeur pour ses propres clients. À savoir, je vous donne l'opportunité de me donner vos préférences et de me dire ce que vous voulez partager ou pas avec moi, ce qui crée de la confiance, ce qui crée aussi de l'achat, ce qui crée de l'affect avec une marque. Et je pense que c'est ça qu'on voyait, enfin moi que j'ai vu au niveau des acteurs tech, des géants de la tech, qui l'ont compris très vite et qui l'ont tourné dans ce sens-là. Mais ça a pris du temps quand même à ce que je trouve en tout cas personnellement que des boîtes traditionnelles comprennent que cette contrainte de donner le choix et de pas prendre les datas pour acquises de ses clients était un facteur de business in fine et pas juste une contrainte réglementaire, quoi. C'est très dur parce que ça dépend à quel niveau on va parler. Il y a des enjeux de reporting, c'est-à-dire c'est bien gentil d'Idomi, mais l'opportunité elle est plutôt à long terme. Quand je vais commencer à appliquer la loi, à court terme, mes taux de consentement, ils vont baisser. Avant, j'avais 100%, donc on va pas faire mieux que 100%. Maintenant, les temps ont changé. Donc, c'est comment tu arrives à dealer, à avoir une vraie vision, vendre, si tu veux, une vision en expliquant que ça va payer, mais il faut faire des changements à court terme. Et donc, il faut avoir cette conviction, il faut se battre en interne, il faut réussir à porter sa voix au niveau du board, quand on est une boîte cotée, etc. C'est vraiment une vision de stratégie. La réalité, c'est qu'à long terme, tu sais que c'est le bon choix. On va vers plus de privacy. Il y a des sujets dans lesquels on ne sait pas où on va vers plus de privacy. Donc, il vaut mieux prendre le sujet que le subir, attendre les deadlines. Ça marche jamais, en fait. Et vous, ce qui est intéressant dans votre développement, c'est que finalement, à la fois, vous avez cet événement, enfin, cette loi, et cette application de la RGPD. En même temps, du coup, ce qui fait que vous avez un marché mondial à ce moment-là. Effectivement, je crois que c'est la réglementation la plus stricte qu'il faut appliquer partout, généralement. Enfin, tu me diras, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'usage maintenant. Donc, vous avez un aspect purement un peu macro de loi, enfin légal en fait, de loi qui fait que vous avez aussi une accélération. Vu que vous êtes sur Internet, vous avez tout de suite une distribution très importante. Et en fait, vous pouvez aussi accompagner n'importe quel site, au final, n'importe quelle boîte,
Vous avez un scope, un marché énorme. Comment toi, avec ces facteurs-là, tu te dis, bon, bah, je me focus, enfin, par quoi tu commences, par quoi tu commences, quoi? Comment tu te dis, bah, tiens, je vais attaquer le marché de cette manière-là, sur tel feature, sur tel client, parce que finalement, t'as un champ des possibles qui est large à ce moment-là. C'est un très bon point. Je pense qu'effectivement, le marché a été super large et c'est toujours, et même j'ai la chance d'accompagner et d'aider quelques entreprises à côté en tant qu'angel, bon, très modestement et peu de temps, mais quand tu as un très grand marché, c'est un énorme piège aussi. Voilà, c'est une question de focus. Est-ce que tu as le bon produit? Est-ce que tu vas être crédible pour vendre là-bas? Ça ne suffit pas de mettre effectivement un sales soit au local, soit même un natif basé à Paris. Si tu n'as pas le marketing, tu n'as pas la crédibilité. En Allemagne, typiquement, même si on avait le produit qui était déjà prêt, fais zéro vente. Si t'es pas introduit dans les bonnes associations, si t'as pas des bons champions là-bas, si t'as pas du réseau là-bas, ça sert à rien. Pourtant, le produit, il y a un product market fit entre guillemets, mais pas vraiment. C'est-à-dire que la vente se fait pas non plus. Il y a plein d'autres choses à aligner, quoi. Absolument. T'as raison de dire que le RGPD, c'est un standard très strict. Donc ça, c'est un énorme avantage. En général, t'es français, bon, aux États-Unis, ils te prennent de haut. En Europe, c'est OK. Je veux dire, c'est ni un avantage, ni un inconvénient. Par contre, nous, il y avait le RGPD et comme c'était un texte un peu brut, tu as eu pas mal d'interprétations qui ont été faites par les autorités de protection des données locales, voilà, nationales. Donc, tu as la CNIL en France, la EPD en Espagne, etc. Et la CNIL en plus a pris des interprétations plutôt, pas plus dures que le texte, mais plutôt dures, plutôt strictes, avec des contrôles, avec voilà. Donc, la CNIL était regardée. Et même aux États-Unis, en ce moment où on est, ils regardent, ils nous demandent au niveau de la CNIL, ça pèse, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Sur le domaine dans la privacy, être français, c'est une force. C'est pas une force dans tous les autres domaines. Alors, je vais prendre le marché américain. Plutôt innovant sur ces sujets. Exactement. Alors, comment on a fait sur la priorisation? La chance qu'on avait, c'est qu'on avait un produit front. Quand je dis front, c'est visible de tout le monde, d'accord? Et tu peux avoir notre logo qui était sur la bannière. C'est un énorme hack qu'avait aussi tous les concurrents l'ont fait. Mais du coup, le fait d'avoir ton logo, ça va t'attirer du trafic. Et on a commencé à avoir de la demande d'un peu partout. Bon, moi, j'ai signé des clients en Autriche, en Allemagne, en Suède, etc., en Espagne. Ce qui est très important, on en parlera peut-être après sur la partie commerciale, mais c'est de faire des paris. C'est de faire des paris et de pas s'éparpiller. Parce que il vaut mieux faire 2 événements au même endroit, tu vois, d'enfoncer un clou complètement, que d'avoir 3 ou 4 clous qui sont à moitié enfoncés, comme pour les projets, comme toute priorisation, parce qu'on n'a pas des moyens infinis et que la conversion sera pas la même. Donc nous, on a misé par exemple sur l'Espagne assez rapidement, très tôt. Les concurrents n'ont pas fait les mêmes choix, ils ont préféré d'autres pays, mais nous, très tôt, ça a pris l'Espagne. Et en fait, moi, j'aime bien commercialement aller par cluster, par vertical. Pourquoi? Parce que y a rien de mieux, j'ai envie de dire, qu'avoir ce qu'on appelle la social proof en vente. On peut faire tout ce qu'on veut, être le meilleur sales de la Terre. Quand tu n'es personne, ta marque n'est pas connue et que tu as 0 logo, c'est le 0 à 1, tu connais ça aussi très bien, c'est super difficile. Demain, Junto, c'est hyper successful en France. Si tu as demain, je sais pas, en Autriche et que tu dis Junto, c'est canon, on a la bonne proposition au bon prix, etc. Non, tu vas dans un autre pays où tu es un peu moins loin, mais tu vas en Chine avec 10 clients peut-être de ton réseau, tu as peut-être plus de chances de gagner. Donc, c'est important de taper des verticales après verticales. Donc, de connaître aussi sa profondeur de marché, parce que parfois, tu peux te dire, je suis très fort dans les e-commerçants en Espagne, mais est-ce que tu vas réussir? Donc, nous, très, très vite, on a commencé par les médias, un peu partout. Donc, les médias en France, on avait 0 client. 1, 2, 3, ça s'est super bien passé. Je crois qu'on n'a quasiment jamais perdu dans notre histoire. Parce que tu as senti que tu avais déjà eu quelques demandes de la part de médias et que tu t'es dit, ou alors c'est plus stratégiquement, tu te dis, bon, plus gros site de trafic. Plus grosse pain. Plus grosse pain. Plus grosse pain parce que quand tu es un site média que tu vis très largement, je parle pas des sites qui vont être très premium et qui vont avoir beaucoup d'abonnements. Aujourd'hui, la presse rêve de s'affranchir de la publicité pour passer sur de l'abonnement. Ok, mais quand tu fais de la programmatique, tu es un site grand public, un média grand public, tu vends de la pub, pas très cher, tu as besoin du ciblé absolument. Ton taux de consentement, il est hyper critique. Tu as besoin d'avoir une solution de gestion du consentement hyper puissante. Tu peux pas prendre le premier fournisseur que tu trouves et le moins cher. Sinon, ça marche pas. Et après, quand tu arrives à te faire une réputation, etc., tu tapes ce vertical au maximum. Voilà, bouche à oreille. Après, il faut fidéliser les clients. Quand tu as des nouveaux modules, voir comment tu arrives à leur apporter de la valeur. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer par où est-ce que j'ai le plus de valeur, où est-ce que j'ai le plus de crédibilité. Parce que parfois, je vois des boîtes qui partent au tapis, ils sont convaincus qu'ils ont le meilleur produit de la Terre, mais ils n'ont pas la crédibilité.
ou des boîtes qui se disent ça c'est notre rêve, mais en fait ils vont faire de l'enterprise alors qu'il n'y a rien en interne pour faire de l'enterprise. Donc je pense que c'est le double critère. Où est-ce qu'on apporte de la valeur et où est-ce qu'on est crédible. Et une fois que tu as à peu près cet équilibre-là, tu peux te lancer et tu dois choisir tes priorités. Mais là, du coup, c'est une priorité la sales. Côté product, est-ce que ça suit à ce moment-là parce que la boîte est plus sales-led, ce qui est aussi des boîtes un peu plus product-led et du coup, est-ce que ce choix-là, tu vois comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une discussion entre les deux à ce moment-là en se disant le produit il a telle valeur et toi côté revenu, tu te dis le marché il est là. Ouais. Comment Alors j'ai une chance extraordinaire. Je suis associé avec deux personnes vraiment très extraordinaires et très business qui comprennent qu'au final, je pense que ce qui compte c'est quand même ce qu'on appelle chez nous le MRR ou l'ARR, le revenu récurrent mensuel ou annuel. Et Jawad, si tu veux, qui est notre CTO, le comprend très bien et il est très business quoi. Il comprend qu'il faut faire le meilleur produit. Donc on a vraiment un très bon produit. On est très fiers d'un chiffre, c'est qu'on a 96% de rétention brute. Donc je compte pas les upsells ou bien sûr qu'on est au-dessus de 100%, mais on perd 4 à 5% d'une cohorte d'année en année en valeur. Ce qui est vraiment un chiffre très 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 bon. Tu peux pas faire beaucoup mieux grosso modo. Certes, on a des technologies qui sont un peu sticky, mais on n'est pas les moins chers, etc. Donc on investit beaucoup aussi sur le produit. Donc sales-led, mais avec un produit très bon. Et on a toujours aussi raisonné par rapport aux priorités business et valeur pour le client. C'est-à-dire un client qui va nous demander des choses impossibles et qui veut rien payer, on le fera pas. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut driver. Ça, c'est une chance parce que voilà, il y a pas mal de boîtes dans lesquelles on voit qu'il y a des directions techniques qui veulent pas bouger la roadmap pour gagner tel projet. Tu overpromises qu'en tant que sales, tu underdeliver. Ça démotive les sales au bout d'un moment quand il y a le téléphone qui sonne tous les jours. À un moment, c'est pénible pour te dire que ce que tu as vendu, c'est pas conforme. On a de la chance d'être très alignés tous les trois et de se dire que ce qui compte, c'est le revenu. Et tout le monde sert le revenu dans une entreprise. Chez nous, les techs, si tu veux, ils sont de très bon niveau. On prend que des seniors ou le product ou le marketing. Tout le monde comprend qu'à la fin, ce qui paye les salaires, ce qui fait la valeur de l'entreprise, la valeur en fait que considèrent nos clients pour le produit, c'est le chiffre d'affaires. Bien sûr. Voilà. Donc on est tous là pour ça. On n'est pas là pour faire les plus beaux produits qui ne se vendent pas. On est là pour faire des choses qui se vendent avec des clients qui restent. Mais là, du coup, vous attaquez cette verticale des éditeurs. Ouais. Souvent, une question qui peut se poser, c'est est-ce que du coup, je fais un produit customisé pour ces clients-là, ou est-ce que finalement, où est-ce que je m'arrête en termes de features pour plaire à cette clientèle-là? Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion également ou Tout le temps. Tout le temps. Nous, comme tu l'as compris, comme on a un double enjeu entre donc c'est la privacy, comment on fait pour être en conformité, compliant, sans détruire tout ton business grosso modo, en mettant quelque chose qui va tout brider. T'as pas d'opt-in, t'as pas quoi. Tout est compliqué. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut faire un produit qui est très très bon. Voilà. Après, ça dépend de la profondeur du marché, puisqu'en fait, ces clients-là, est-ce qu'ils vont peser 20% de ton chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils vont peser 5% de ton chiffre d'affaires? C'est quoi tes ambitions? La réalité, c'est que quand tu vas sur un cluster, tout le monde se parle, donc ta barre, elle est très haute. Quand tu commences à prendre beaucoup de parts de marché, les gens se connaissent, tu vois. Donc, une insatisfaction, en fait, dans les deux sens. Quand ça marche, t'es propulsé. Si ça ne venait ne pas marcher ou si tu ne délivres pas, ils vont tous se dire c'est pas bon, on va regarder notre solution, etc. Ou on va faire une solution maison tous ensemble, etc. Donc, c'est à double tranchant. Donc, tu es obligé de maintenir un très bon niveau. Tu n'as pas le choix. Après, est-ce que tu dois tout faire? Non, tu peux jamais tout faire. Je connais pas un client un peu exigeant qui nous demande pas, au niveau de la roadmap. Moi, j'achète quasiment une grosse partie de nos logiciels chez Didomi. Je suis aussi pas facile toujours comme client. Voilà, il y a, on va dire qu'il faut que le produit soit excellent et tu as toujours un gap, un écart de 15% entre ce qui est fait, ce que tu aimerais avoir et comment après tu arbitres dans ta roadmap. C'est-à-dire que nous, on est en méthode agile, on fait des réunions toutes les semaines, 2 semaines sur la roadmap. On regarde comment on apporte le plus de valeur à la base client pour que nos clients restent, soient contents et des ambassadeurs, parce qu'on est beaucoup de bouche à oreille chez nous. Comment on gagne des nouveaux clients, comment tu arbitres ça. Mais c'est sûr que développer des choses, des fonctionnalités qui vont servir à 3% de ton chiffre d'affaires et qui prennent 6 mois sur la roadmap, à un moment, c'est dur à faire. Je pense qu'en France, on le lit de plus en plus dans les boîtes tech qui accélèrent, mais tu dois vraiment aller sur ce qu'on appelle ton ICP, Ideal Customer Profile, et c'est un piège parfois d'accepter des gros clients qui vont complètement te détourner de ta roadmap. Et nous, maintenant qui allons beaucoup sur l'enterprise, parfois on se dit si on fait ça, pendant 1 an, on va devoir bosser pour lui. Est-ce que ce contrat à X centaines de milliers d'euros par an
vaut le coup ou détruit de la valeur. Donc, c'est des arbitrages permanents. Et il faut avoir une vision en se disant c'est quoi le prochain vertical que je vais attaquer, parce que si tu fais du custom à chaque fois, t'es mal. C'est le cas des entreprises, des startups qui se disent est-ce que je dois avoir un connecteur à droite à gauche. Bon, la réalité c'est que tu vas souvent développer le connecteur Salesforce, HubSpot, Dynamics, quoi, les top 3, tu sais que tu vas les faire. Après, tu vas pas forcément faire les 50 autres connecteurs dans un temps 1. C'est juste 0,50% de ton revenu potentiel. C'est la loi de Pareto sur à peu près tout que tu dois appliquer. Et du coup, toi, comment tu déroules derrière en termes de stratégie commerciale? Parce que vous êtes quand même développé très rapidement. T'as surtout beaucoup d'expérience sur la partie commerciale, enfin revenu de manière générale. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais pas juste parler commercial, mais revenu revenu au sens large. Comment t'es organisé aujourd'hui en termes de structure d'équipe? Donc il y a les 3 piliers effectivement. Donc marketing, customer success et sales. Comment je suis organisé? Alors déjà, effectivement, c'est l'orchestre. C'est pour ça que maintenant, cette fonction de CRO, elle est assez récente en France. Quelques années qu'on la voit. On le voit depuis peu, en fait. 2-3 ans avec les scale-up qui se sont créés et la volonté, en fait, de vraiment faire travailler les équipes ensemble. On peut pas donner des objectifs au marketing qui sont complètement décorrélés de ce que tu dois faire en sales. Et comment tu fais au niveau customer success? Si t'as pas la même personne, si tu veux, qui arbitre même la roadmap pour garder les clients, et les conquérir. Moi, ça me permet de faire des arbitrages qui sont assez macro quand on a des contradictions entre les différents départements, quand on vend des choses qui sont pas 100% conformes, etc. Il faut avoir une certaine consistance. Comment on est organisé? On a les 3 pôles, donc directeur marketing, directeur du customer success. Moi, je gère toujours la partie sales avec une répartition par pays. Okay. Donc, chez nous, avec un directeur commercial France, avec des patrons de pays en Espagne avec Sergio, on a quelqu'un sur la région d'Art, quelqu'un sur le pays. Donc je gère encore les pays en direct, c'est vraiment une volonté de ma part. Je pense qu'on prendra un VP Sales un petit peu après. Mais toi, tu gardes quand même cette finesse sur cette partie sales encore. Ouais, c'est super important parce que on développe pas mal de modules, etc. Et j'aime bien être quand même aussi très proche du terrain. Il y a la partie enterprise maintenant qui prend beaucoup de poids, donc s'assurer sur la partie appel d'offres, etc., qu'on réponde aux bons appels d'offres, etc. Ça prend beaucoup de ressources, ça coûte très cher, donc il faut être sûr que ce soit bien maîtrisé. Et après, un pôle customer success et un pôle marketing. Où là, tu as des leaders sur ces pôles directement. J'ai un direct report sur le marketing, un direct report sur la partie customer success. Ok. Qui sont également par pays ou là, non, qui sont plutôt régionalisés en gros. Alors, en dessous, sur la partie customer success, on a des natifs. Donc, on va avoir quelqu'un qui parle allemand, quelqu'un qui parle italien, quelqu'un qui parle espagnol. Donc, les portefeuilles clients sur la partie... donc, on a des CSM et des CAM, donc Customer Success Manager. Et on a ce qu'on appelle des CAM pour les vraiment très gros comptes, qui account manager, qui doivent renouveler, fidéliser, vendre plus, etc. Là, c'est sur un niveau de MRR, en gros. Alors, tu peux avoir des petits MRR si on rentre petit, comme tu l'as compris. Nous, on peut rentrer sur une bannière cookie qui va pas, ça va être quelques milliers d'euros par an. Et ensuite, maintenant qu'on a une plateforme avec 3 autres modules et beaucoup d'options à vendre, les paniers peuvent être très très importants au final. Et on a des plus 600%, plus 1000% parfois sur des clients. Donc, on va évaluer entre guillemets entre la catégorisation du compte et le chiffre d'affaires. D'accord. En fait, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si tu es CAC 40, tu seras automatiquement, même si tu payes 1 euro chez nous, tu vas tout de suite être attaché à un CAM parce que c'est pas normal qu'on fasse peu de chiffres. Mais si tu es un petit client qui adore Didomi et qui paye déjà 100 000 euros chez nous, je sais pas combien, typiquement, tu vas aussi passer chez un CAM. Donc après il y a plein de règles automatisées dans Salesforce. Ok, est-ce que j'allais te demander, est-ce que c'est du cherry picking ou est-ce que c'est automatisé sur Salesforce. Okay, d'accord. Donc c'est l'un ou l'autre. Si tu remplis une des 2 conditions, directement. Petite question pour ça qui peut peut-être intéresser nos viewers, c'est est-ce que tu as pris une société CRM pour te configurer ce qu'on peut appeler du sales ops en fait là, tu vois, ce workflow parce que c'est assez complexe en fait à mettre en place. Alors j'ai de la chance, j'avais utilisé pas mal de CRM avant. Alors nous on avait commencé sur HubSpot au tout début d'Idomi. Je voulais très vite passer sur Salesforce. Pas me demander pourquoi. Souvent, j'ai des amis, c'est l'éternel débat. HubSpot, c'est vachement amélioré. C'était déjà très bien, mais même sur la outbound, c'était plutôt, si tu veux faire que de l'inbound, passe sur HubSpot. Je schématise. Tu veux faire de l'outbound, une grosse boîte côté en bourse, il faut prendre Salesforce. Aux États-Unis, les sales, si t'as pas Salesforce, grosso modo, tu perds des points. Moi, j'avais quand même cette vision qu'il fallait Salesforce pour scaler, tout connecter, etc. Ce choix, c'était en 2018. Et dès qu'on a commencé à lever nos 5 millions sur le quasi premier tour, avant on a fait un pré-seed, j'ai dit on met en place Salesforce pour que ce soit le moins painful, douloureux possible.
Et alors, on l'avait fait avec un intégrateur, effectivement, et qui s'appelle Rich, qui était très bien. Ensuite, on a mis en place Salesforce et ensuite, on a mis en place une gamme d'outils. On a commencé à avoir une gamme d'outils, en fait. Et aujourd'hui, tu dirais que t'es très outillé. Alors déjà, aujourd'hui, j'ai plusieurs ops. Donc, j'ai Virginie qui dirige toutes les sociétés qui a une solution sales. Et moi, j'adore me renseigner, lui envoyer des mails en disant, faut voir cette boîte, faut voir ça, etc., etc. Constamment en innovation sur votre stack. Ouais. Ouais, alors surtout que nous, en plus, tu vois, il y a le consentement, donc on n'est pas agressif comme les autres startups scale-up. On peut pas le faire comme à fond, quoi. Tu vois, il faut faire les choses correctement. C'est quand même notre métier. J'ai une équipe d'ops donc avec un administrateur Salesforce en interne. On a un deuxième module de Salesforce qui s'appelle CPQ qui permet de faire les devis. Tu vois, il y a la deuxième grosse brique de Salesforce. Donc on a des ressources internes et on se fait accompagner par un cabinet sur l'implémentation, là, un autre cabinet qui nous a aidé à mettre en place. Ça, tu l'as toujours fait? D'avoir un cabinet au début? Ouais, ou d'avoir des ops en interne. Au début, j'avais Florian qui était mon bras droit VP Sales à l'époque, qui a voulu apprendre la partie CRM, qui est monté maintenant, qui est brillantissime sur la partie Salesforce et maintenant qui bosse chez Conto, et qui nous a aidé jusqu'à l'année dernière à monter en compétences là-dessus. J'ai la ressource interne, plus on prend toujours des jours de consulting avec un intégrateur. CPQ, c'est beaucoup plus dur que la partie Salesforce CRM où j'avais vraiment une vision très claire de ce que je voulais, les comptes, les leads. Donc, quand tu l'as déjà fait, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ensuite, intégrateur et une équipe ops qui fait la maintenance. Et voilà, et c'est du boulot qui est partout. Et en termes marketing, du coup, quels sont tes leviers actuels et comment comment t'acquiers tes clients actuellement? Alors, j'ai toujours une vision très 360. Très, très 360. C'est-à-dire, on a toujours fait de l'outbound, même quand il y avait beaucoup de demandes entrantes. On a de la chance déjà. Moi, j'étais pas habitué avant dans les autres business où j'étais à ce qu'on ait de l'inbound. Produit qui était forcément back, on avait des appels, du réseau, etc. Mais première chose, c'est qu'on a un flux de demandes entrantes de base qu'on a toujours eu depuis le début de l'entreprise. Et de par également ce hack entre guillemets. Voilà, il voit le bannière, tu vois ton concurrent, tu checkes son site tous les jours. Oula, j'ai vu que sur tel site, et c'est quoi ce truc-là? Hop, on va les contacter. Nous aussi, on a peut-être besoin de ce truc-là. C'est excellent et les taux de conversion sont excellents là-dessus. Donc ça, c'est le premier volet. Un deuxième volet qu'on travaille beaucoup, sur lequel je regrette de ne pas avoir encore plus investi, c'est les partenariats. Donc, toutes les agences qui peuvent te pousser, etc., qui marchent très fort. Qui marchent très fort. Marketing, clairement. Exactement. Les agences de marketing, les agences de conseil, les agences de conseil en strat, les intégrateurs. Bon, t'as une gamme de partenaires et j'aimerais bien qu'à terme, on fasse énormément de chiffre d'affaires avec les partenaires. T'as un head of partnership actuellement? Oui, on a Franck, qui est le CEO de Agnostic, qui est l'entreprise qu'on a racheté il y a un an, qui est maintenant le patron des partenariats chez nous et qui fait un super boulot pour nous aider à onboarder des nouveaux partenaires, à certifier les partenaires. Énorme. Plus au niveau marketing, on a lancé le partner programme. Donc on a chez nous Julie avec Virginie qui ont lancé ce partnership programme pour certifier des programmes de formation. On a 360, donc il y a un espace que pour les partenaires. Donc on a vraiment mis le paquet là-dessus. Beaucoup d'outbound, on a toujours fait de l'outbound, un peu tout, alors pas de téléphone direct 06, truc ça, on essaie vraiment d'éviter, sauf quand on a l'opt-in, etc. Parce qu'on a fait beaucoup de salons. Au cours des dernières années, on a fait beaucoup de salons. Là, on va aller à Monaco, on fait les salons de l'EBG, on a déjà fait des tours, des Big Boss et compagnie, donc on fait tous ces salons-là qui marchent très bien, quoi. Alors, globalement, les meetings one-to-one, ça marche plutôt super bien. Et on a un coût d'acquisition cible. Moi, je sais typiquement combien je suis prêt à payer le meeting avec un décisionnaire. Là où tu l'achètes et puis t'as le décideur que tu veux en face. Voilà, donc après il faut qu'il accepte, mais voilà, on en a 10, ça coûte 20 000, c'est trop cher, ça coûte 1 000 € le meeting, c'est peut-être OK, sur tel géo, etc., qu'on a fait dans pas mal de pays. Outbound classique, j'ai envie de dire, des emails, du LinkedIn et compagnie. Du réseau, on a quand même de la chance d'être aussi connecté, donc on a des gens dans notre réseau, il peut y avoir de l'apport d'affaires, donc vraiment un mix total. Ce qui est important pour moi, c'est qu'un sales, même quand il y a des SDR, même quand il y a plein de choses, je suis très attaché, surtout dans un monde où on est ultra segmenté. Nous, on fait pareil, je fais pareil avec les AE, les SDR. Est-ce que un AE, il repose pas sur le marketing ou sur les SDR? Pour moi, un sales, c'est pas que du closing. Je sais que tout le monde dit, mais si le sales doit faire que closer, il est pas payé pour générer de la demande. Pour moi, c'est dans l'ADN. Va chercher son 50%, 200%. Si t'es à l'aise. Ouais, le sales, c'est quand même d'aller convaincre des gens. C'est pas le problème quand tu
quand tu es account exécutif, quand tu es sales et que tu dépends que du reste, je peux avoir des excuses et tu dois aller chercher les baleines, les gros deals. Tu vois, l'inbound, ce que j'ai aussi découvert, c'est que quand tu es trop dépendant de l'inbound, c'est un problème. C'est pas un problème parce que ça peut s'arrêter. Bon, ça c'est comme tout. Problème de culture. Après. Problème de culture. Tu peux avoir des gens qui sont morts de faim et qui deviennent un peu plus fainéants, comme on dit, le loup court le loup vide. Ouais. Tu peux avoir le problème aussi d'avoir de l'inbound, mais qui est avec des paniers plus bas que les tiens. C'est l'avantage de l'outbound. Tu choisis tes clients. De l'inbound, tu ne les choisis pas. Donc, c'est super bien l'inbound, mais tu peux pas reposer que sur ça. Sinon, tu vas jamais avoir tes comptes clés. Tes comptes clés qui vont te faire ta croissance de demain. Exactement. Et ceux que tu veux avoir, tu vois, c'est pas forcément que de l'ICP qui rentre chez toi, les meilleurs clients. Donc vraiment, on a un mix total, une culture commerciale, comme tu l'as compris, très forte. Moi, j'essaie aussi d'être, moi, c'est ce qui m'excite aussi au quotidien depuis tout le temps, en fait, quelles que soient les expériences, et d'être vraiment très présent sur les deals, de monter sur les deals quand il y a besoin, de challenger les sales. Là, on met en place vraiment, avant, on faisait nos prévisionnels sur le pipeline Salesforce. Maintenant, on a mis en place la notion de commit pour vraiment être sûr que les gens se committent sur un chiffre et qu'ils vont tout faire pour réussir les 5 deals sur lesquels ils se sont commit pour avoir une prédictibilité du business qui est super forte. Parce que on a vécu parfois des pics, parfois tu dépasses très largement, c'est super, après tu es largement en dessous. Donc voilà, on itère en permanence, on va dire. Du coup, vos sales, tous doivent quand même aller chercher du chiffre, du coup. Même si vous avez cette segmentation AE-SDR, quoi. AE-SDR, ou parfois sur certaines régions, on va avoir moins de SDR, mais il va y avoir le marketing qui va alimenter, donc tout à fait. Et en termes de répartition globale, justement, de vos ressources, pour aller vraiment chercher tu parlais justement de votre focus enterprise, de l'international. Pour toi, la prochaine étape, là vous êtes quelle est ta répartition concrètement d'inbound, outbound partnerships? Où est-ce que tu aimerais aller? Où est-ce que tu positionnerais le mix idéal par rapport à votre activité? Parce que c'est tout souvent difficile de le dire, parce que parfois on est là, faut que j'ai 50-50 inbound, outbound. Le partnership dans ton cas peut être un énorme levier de croissance. Est-ce que tu arrives à discuter ou tu as des ordres de grandeur à ce niveau-là et tu te dis tant que j'ai pas atteint ce mix-là, c'est intéressant parce qu'on est je suis en train de faire ce qu'on appelle la waterfall, donc on a le budget de l'année, il faut le répartir par source, etc. Moi, j'aimerais quand même qu'on reste sur des hauts niveaux de marketing, si tu veux, parce que si tu veux, ce qu'on a apprécié avec l'enterprise, c'est que tu vas recevoir plein d'appels d'offres qui sont pas qualifiés. Et on le voit, un appel d'offres que tu n'as pas influencé, la stat, c'est que tu n'as que 10% de chance de gagner quand tu réponds. C'est incroyable. Voilà. Donc, si tu les connais pas avant, tu vas servir de Lièvre, peut-être, ils connaissaient très bien l'acteur avec qui ils voulaient travailler. Donc, c'est quasiment perdu d'avance. Donc, on va chercher à les influencer, faire de l'account-based marketing, comment on fait pour cibler vraiment les appels d'offres qu'on veut gagner à l'international. Si tu veux, demain, on reçoit une banque chinoise qui vient nous envoyer un dossier. Si je fais travailler nos équipes pendant 100 heures dessus, on dit, c'est génial, consentement et préférence. Un sales voudra toujours y participer. Aujourd'hui, je vais dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir aussi dire, définir les deals qui sont pas les bons à gagner, quoi. Absolument. Et là, on apprend. Tu vois, on commence à avoir un track record. On a beaucoup misé sur l'enterprise et on voit très clairement ce qu'on appelle les patterns, ce qui nous fait gagner. Et là où on avait aucune chance, c'était perdu d'avance. Pourquoi? Parce que si tu réponds à quelque chose et qu'à la fin on dit il te manquait telle et telle fonctionnalité, mais que c'était perdu depuis le départ, tu vas prendre les mauvaises décisions. Dramatique. Parfois, on se dit, niveau produit, on n'avait pas cette feature, le SSO, le niveau de sécurité, etc. Mais est-ce que tu penses qu'on avait une crédibilité pour gagner, Walmart ou quelque chose comme ça aujourd'hui? C'est la vraie question à se poser. Comme ça, on tire pas les mauvaises conclusions. Pour répondre à ta question sur le split, entre guillemets, la répartition, j'aimerais que les partenariats prennent encore plus de poids, tu vois, qu'on fasse 15-20% sur les partenariats. Je peux pas communiquer le chiffre actuel, mais il est beaucoup plus bas que ça. J'aimerais qu'on arrive encore à du marketing à 40-50% encore qui viennent directement vers nous. Et le reste, c'est de l'outbound et des clients avec l'upsell. Après, il y a toujours des chevauchements entre le marketing, le développement client, puisqu'ils vont envoyer les newsletters, ils vont essayer d'alimenter la base. Mais grosso modo, ça te donne les grands ordres de grandeur. Alors que vous avez démarré en sales à 90%, pur. 100%. Pur, quoi. Exactement. Ouais, ok. Hyper intéressant. Écoute, merci beaucoup Raphaël pour tous ces insights, pour le développement de la boîte. J'invite tout le monde aussi à regarder vos solutions et parce que vous avez un très beau produit et puis vous innovez beaucoup dans l'espace et je pense qu'il y a encore plein de choses à venir et je pense qu'il faut faire du consentement et de la gestion
des préférences d'utilisateurs, vraiment un levier de croissance en fait, et pas juste une contrainte réglementaire. Et c'est ce que vous prouvez, je pense, tous les jours. Tu prêches un convaincu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Étienne. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et suivre la chaîne.